Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Jerry, on boursicote aujourd'hui, mon ami Jerry. Oh que oui. Oh yes, oh J'ai yes. quelques bonnes histoires. Parfait. On boursicote avec Jerry et on a le Dodu avec ses Dodu News. Oh yes. Et bien sûr, celui que vous aimez le mercredi, notre chum Joe Hamel va être avec nous autres aussi dans les prochaines minutes sur Radio Pirate Live. Mon sujet de jour. On dit que, j'ai lu ce matin qu'il y a des gens de Radio-Canada, des journalistes de Radio-Canada, puis des gens de faiseux qui vont s'en aller, qui sont allés voir à Burlington, Vermont. OK? S'il y a une place de retard aux États-Unis, c'est Burlington, Vermont. C'est une belle petite ville universitaire. C'est sûr que ça a l'air un peu moins bizarre que Plattsburgh, New York, mais c'est quand même pas... Tu sais, le Vermont, c'est la place où pas un Américain veut vivre. Là. Il entend ce nom-là, les autres, ils pensent à Bernie Sanders, mais à part ça, t'en vas là, tu passes une fin de semaine. C'est comme nous autres aller en Gaspésie. Là. C'est correct. Mettons, les Montréalais qui font semblant qu'ils s'en vont en Gaspésie et sont bien là, ils font semblant. Là. C'est pas pour eux autres, c'est une place spéciale. Le Saguenay, d'où je viens, est une place spéciale. Vermont, c'est une place spéciale. Il y a d'autres endroits spéciaux aux États-Unis. Le Colorado est une place spéciale. Colorado, très, très à gauche, très bizarre, très, très fumeux de potes, très, etc. Place spéciale. Donc, mais le Vermont, c'est la place de Bernie Sanders. Donc là, il y a des journalistes une journaliste de Radio-Canada avec un genre de bonhomme investisseur dans le domaine du logement. Et eux autres, ils veulent qu'on fasse comme le Vermont. Parce que eux autres, ce qu'ils disent dans ce reportage-là, ils disent que la raison pourquoi l'habitation est plus achetable, puis que les loyers sont rendus à des prix de fou, c'est que le monde qui sont là-dedans, le monde qui sont dans la construction, les gens qui se sont achetés un paquet de portes pour les louer, ce sont des gens très greedy. Puis maintenant, c'est devenu un peu comme la bourse. Le loyer puis l'habitation est devenu quelque chose pour enrichir à tonnes les plus privilégiés de notre société. OK? Là, tu lis ça, tu dis « My God! » Parce que là, tu fais un lien aussi, l'habitation, parce que l'habitation, c'est comme un besoin essentiel. Oui. Dans le sens que, c'est comme, mettons, tu dis, un supermarché, ils font beaucoup d'argent. Oui, mais la nourriture, l'humain a besoin de se nourrir. Là, l'humain a besoin de se loger. Donc, il ne faut pas abuser des gens. Il y a une espèce d'esprit, c'est le nécessaire de l'humain de se loger. Ben, moi, j'invite ces gens-là qui pensent comme ça à s'acheter un terrain, à bâtir un bloc de 4 ou 6 appartements. Et on s'en parle. As-tu vu le gars avec ses choses non payées? Dans le coin de... Je pense que c'est Granby, c'est ça? C'est ça? Ça donne pas le goût de s'acheter un bloc. Là. Ben non. Tabarouette! Ben non. Le gars, il en a pour 100 000. Ben oui. Ben non, On s'entend sûr que le gars, c'est pas un gars riche. Là. Ben tu le vois tout de suite, là. Le gars, il a 120 portes, puis il est dans la marde. Il est pas riche. Là. Puis c'est un gars qui se fait abuser, en passant. Il a dit lui-même, ben, c'est un peu bonasse. C'est ça, c'est un bon gars. Dis-moi, j'étais un gars avec des belles visions. Mais l'affaire aussi, c'est que ça commence tranquillement. Ça commence avec un. Oui. Ton premier. Là, t'es un bon gars. Après ça, t'es un deuxième. T'es encore bon gars. Jusqu'au temps que tu deviennes un cave. T'es un bon gars jusqu'au temps que tu deviennes un cave pauvre. Donc, mais lui, c'est ça qu'il apprend. Là. Ses appartements sont complètement scrap. Tu sais, il dit, j'avais même pas accès au logement. Il est rentré dans le logement, on a vu les images. C'est affreux. C'est affreux. Mais là, encore là, il dit, un pauvre, je le mets dehors, c'est sûr qu'elle ne se trouvera pas de logement après. C'est impossible qu'elle se trouve un logement. Ils vont la refuser partout, puis elle va se ramasser à la rue. Donc, il y a ce côté-là très... Mais il y a plein de monde, même. Il y a plein de monde, même. Moi, je suis allé m'asseoir avec un pasteur. Je suis allé m'asseoir avec un genre de curé qui ne me payait pas depuis 3 mois. Mais ton histoire de pasteur est incroyable. Ah non, regarde, tu t'assois avec. Tu n'es pas pour lui donner de la merde, c'est un pasteur. Mais à un moment donné, tu te dis, man, il faut que. Jusqu'au temps qu'on a envoyé la police après, mais comme par hasard, la police allait arriver pour le vider de la maison. Et d'ennui, il est parti, il s'est sauvé. Et on n'a jamais été payé. Oh. Donc, c'est un gars qui va aller en enfer probablement, mais il vend les bontés de Dieu. Regarde, c'est tout un monde. Les gens qui sont là-dedans, moi, je vous admire, là, sérieux, c'est tout un monde. Puis, mais je veux juste faire un lien avec l'histoire
Parce que eux autres, ils disent que c'est si, mettons, le gouvernement ou les villes sont propriétaires des maisons et des logements, tout va devenir pas cher. Ah. OK. Ça, c'est l'argument. Ils vont vous manquer de logement. Avez-vous un médecin? Non. Non, OK. Parfait. Qu'est-ce que vous avez besoin que le gouvernement se pourrait vous donner que vous n'avez pas? Là? Ils ne sont pas capables de gérer des cônes. Vous ne pensez tout de même pas qu'ils vont gérer l'habitation. Ça va virer en calvaire. Ça va virer. Regarde, les armoires vont être sur le plancher. Regarde, ça va être des maisons qui vont être abandonnées. Vous n'avez pas assez d'exemples qui nous montrent que ces gens-là sont incapables de gérer les choses les plus basiques qu'on leur demande de gérer. Ils ne peuvent pas gérer l'habitation. Mais mon point n'est pas celui-là aujourd'hui. Mon point, c'est sur l'article, juste faire un genre de cours d'économie à cette gauche-là. Je sais que les pirates ne sont pas à cette place-là, mais ils comprennent ce qui se passe. Ils comprennent que c'est une question d'offre et demande, tout simplement. C'est l'offre et la demande. C'est pas d'autre chose que ça, OK? Dans le domaine de la cocaïne, oui. Parce que si on me dit que dans le domaine de l'habitation, c'est tous des gens véreux qui ont une seule chose en tête, faire des profits sur le dos du monde, j'imagine que si c'est ça, on parle de genre de criminels quasiment. Et ça, c'est criminel. Ces gens-là s'enrichissent sur le dos du pauvre monde. Ce sont des gens qui n'ont pas de ils ont pas de morale. Entre vous et moi, d'après moi, le crime organisé, s'il y en a qui ont faim de profit, ils sont capables de tout pour faire de la pièce. Ils sont là pour faire de l'argent. Là. Les Puis Hells, c'est ça. Là. OK, dans l'histoire, les Hells, les défunts Rock Machine, les gangs de rue, les différents groupes de la mafia italienne, puis d'autres petits vendeurs à côté, ces gens-là ont été touchés par une rareté de... Il y a eu une rareté. Il y a eu une rareté. Pendant la COVID, les frontières étaient tellement fermées que la coke ne rentrait plus dans le pays. OK? Au Québec, il n'y avait plus de coke. Donc, la coke est passée... Regarde, je vais vous donner les prix. La coke est pas. Je pense que la coke a quasiment triplé. La raison, c'est que il n'y avait plus d'offres. Et en même temps, les gens étaient à la maison à rien foutre. Donc, qu'est-ce que les gens font quand ils n'ont rien à faire habituellement? Ils boivent, ils mangent, puis ils sniffent, puis ils mangent des jujubes, puis ils fument du pot. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir de la coke. Mais parce qu'il n'y a plus de monde qui passe en frontière avec des valises bourrées de coke ou que toutes les frontières sont vraiment calfeutrées à cause de la maladie d'un virus. Ça, c'est les ports sont au ralenti, les aéroports, il n'y a personne. Non, c'est ça. C'est vrai que il n'y a plus de va-et-vient, là, nulle part. Il y a rien, tout est arrêté. Là. Oui. Et le kilo de coke se vendait dans les dernières années 50 000 $ le kilo. OK? 50 000 $ le kilo. Je me l'imagine, là, 1 kilo. Là. OK? C'est une brique. Ça, c'est comme... c'est 2 livres et demi de beurre. Ouais. Ça ressemble un peu à un paquet de mouchoirs. Ah ouais, c'est ça. Une espèce de boîte de mouchoirs. Boîte de mouchoirs. Et là, ben, savez-vous combien coûte la coke live, là? Et je peux vous dire une affaire. La coke est redevenue à la mode en passant. Donc, la coke, il y a énormément de clients, surtout depuis la COVID, parce que beaucoup de gens ont redécouvert la coke. La coke est très à la mode. Mais savez-vous combien coûte le kilogramme de coke live, là? Il coûte 18 500 $. Il est passé de 50 000 à 18 500 $. La raison? Vous avez appris ça à l'école, j'imagine. On l'a oublié, hein? On l'oublie. La gauche. L'offre et la demande. Ben, il est arrivé, tout d'un coup, les frontières se sont réouvertes. Oui. Il est arrivé un paquet d'affaires. Puis là, il y a du stock qui rentre. Les gangs savent que la coke a la cote en ce moment. Et tout le monde rentre de la coke comme ils n'en ont jamais rentré. Et là, il y a de la coke, il y a de l'inventaire de coke comme il n'y en a jamais eu. Donc, il y a de l'offre. Il y a de l'offre.
beaucoup d'offres, donc ça veut dire que les prix baissent. Et pourtant, la demande est très forte aussi. Mais Oui, il mais y il y a en a, tellement c'est ça. d'offres qu'il n'y a pas assez de demande versus l'offre. Donc là, il y a de la compétition entre la pire racaille de notre société. Des gens qui ont une seule chose en tête, vous vendre de la chenoute à des prix de fou pour engendrer des profits records comme personne. Même à la bourse, les gens ne sont pas de même. Il n'y a rien de plus crapule que le crime organisé. Eh bien, Chris, ils sont victimes de l'offre trop grande. Le prix de la coke, malgré la grande quantité de consommateurs qui est même plus grande que les années 80, il y a un gros buzz de coke. Mais le prix s'est effondré de 63 % relié à quelque chose de très basique. L'offre et la demande. Donc, la demande est là, mais l'offre est tellement grande qu'ils sont obligés de couper les prix. La gauche, vous n'avez pas besoin d'aller voir Bernie Sanders au Vermont pour régler les problèmes d'habitation. C'est très simple. Si vous voulez régler les problèmes d'habitation, c'est très, très simple. Voulez-vous qu'on va essayer quelque chose? Vous voulez que ce soit des patentes reliées au gouvernement? OK, parfait. Les gouvernements ont des terrains. Les villes ont des terrains. Les villes ont des terrains. Le gouvernement a des demandes de des promoteurs qui ont acheté des terres qui sont considérées comme agricoles, donc protégées par la CPTAQ, mais sur lesquelles il n'y a jamais eu d'agriculture. On parle de centaines de milliers d'hectares de terrains qui sont développables. Bon, peut-être qu'il faut aller s'asseoir avec la ville, il faut s'arranger pour que l'eau se rende, il faut améliorer les conduits de tel système d'égout pour que ça fonctionne, etc. Mais je veux dire, les solutions sont toutes là. Vous allez tous payer vos impôts pour que les systèmes soient à jour, donc qu'ils le fassent. Êtes-vous prêt à essayer quelque chose? Êtes-vous prêt à faire un genre de moratoire sur les règles de patentes inventées, de pseudo-terrains en milieu humide? Avec toutes les hosties de bébites qu'on ne connaît pas, êtes-vous prêt à développer des millions d'acres de terrains alentour des grandes villes du Québec? De laisser, incluant les terres qui appartiennent aux institutions comme les villes, les universités. Oui, c'est ça. Êtes-vous prêt à le faire? Et enlever toutes les règles de la construction. Pas de règles. Il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de règles. Il n'y a plus de syndicats. Si quelqu'un veut avoir des employés, il fait venir des Mexicains. Il fait venir des gens qui travaillent, comme ça, travaillent aux États-Unis, au Texas. On les fait venir. Ah ouais, tu veux combien? Donne-moi 30 piastres de l'heure, puis je suis correct. J'ai pas besoin d'assurance de ci, j'ai pas besoin de paye de vacances. J'ai travaillé 50 heures semaine. Moi, j'ai essayé de faire de l'argent. Je veux travailler de quand il fait clair l'été jusqu'au temps qu'il fasse noir. Je vais commencer à 6 heures le matin, je vais finir à 8 heures le soir. Puis je veux travailler le samedi. Puis quand le dimanche, mes commissions sont faites, je vais venir sur le chantier de construction de la maison. Comme je vois ailleurs en passant, là. Comme je vois avec les Latinos sur les toits des maisons dans des quartiers de 1000, 1200 maisons qui se bâtissent en 1 an en Floride, avec du monde sur le toit un dimanche matin à 7 heures. Là. Du monde en train de clouer des clous le 26 décembre, le lendemain de Noël. Là. Mais il faut qu'ils le fassent. S'ils ne font pas ça, ça finira jamais. Tu sais, à un moment donné, ils ont un boom. À un moment donné, il faut bâtir. Ben, oui, parce que la manière qu'on a là, on ne réussira jamais à se rattraper. Là. Ça prend une corvée. C'est pas une corvée, ça. Le mot est très bon. Ça prend une corvée. Il faut que toutes les règles revolent. Il ne faut plus qu'il y ait d'histoire. Si vous voulez avoir des patentes pour bâtir des ponts, puis faire du commercial ou de l'industriel avec vos affaires de construction, regardez, allez vous pogner le bang, puis entendez-vous là-dessus. Mais sur les résidences, sur les loyers et les maisons, it's fucking over, OK? On prend un contracteur, puis j'enverrai un inspecteur de la ville une fois par semaine pour voir ce qu'on est rendu, puis compter le nombre de vis après les planches, les feuilles de gyps. Mais pour le reste, là, on va faire comme ailleurs. On va rentrer des bulldozers dans des terres, on va faire des rues, on va bâtir des maisons, on va faire des... Comme ailleurs. Va pas au Vermont,
Va au Texas, Chris. Va voir en Floride, sacrément. Va voir en Arizona. Va voir les places où ça bâtit pour vrai. Ils ont des rentrées de monde comme ça se peut pas. Dites-moi pas que c'est l'immigration. OK? Je le sais, je suis avec vous autres sur l'histoire de l'immigration. Il y a du monde qui n'a pas d'affaires ici. OK? Parfait. Mais si vous voulez rentrer une tonne de latinos pour nous torcher le cul à l'hôpital, vous n'avez pas le choix, on ne fait pas d'enfants. OK? Parlez-moi pas d'immigration, là. Ils rentrent 1000 citoyens nouveaux, sans compter les illégaux en Floride par jour. Puis ils n'ont pas de problème de logement. Donc, on n'a pas ça, nous autres, là. On n'a pas. Mais on n'a pas de même, là. Non, c'est ça. Voyons. Ils nous rendent à peu près. On rend à peu près 50 000 personnes par année. Eux autres, ils en rendent 360 000 par année, plus les illégaux. Et Chris, ils bâtissent des maisons en conséquence, des appartements en conséquence. C'est sûr que quand vous y allez une fois par 2 ans, vous avez une place, tabarnache, qu'est-ce que c'est passé là? Ben, ils bâtissent. Ils bâtissent parce qu'il y a de la demande. Et là, l'offre arrive. Des nouvelles compagnies d'ici, des nouveaux constructeurs, Les constructeurs canadiens, je vous l'ai déjà dit, là, les constructeurs canadiens comme Coulter, Minto, Matami Homes, 2 compagnies d'Ottawa et une de Toronto, ne viennent pas bâtir des quartiers de 1000, 1500 maisons au Québec, alors qu'ils sont à 1h30 de char de là. Ils s'en vont au Texas, ils s'en vont en Caroline du Nord, puis ils s'en vont en Floride bâtir leurs maisons. C'est spécial, là. C'est spécial. Moi, dans mon coin, Matami Homes, une gang d'Ottawa, vont bâtir 45 maisons dans les 5 prochaines années, juste chez nous. Mais ils ne viennent pas en bâtir une au Québec. Il doit y avoir un problème. Le problème, c'est-tu le gars qui veut avoir 4 appartements et qui veut se faire un fonds de pension, d'après vous? Non. C'est toute la merde alentour. Allez pas au Vermont. Allez pas voir Bernie Sanders. C'est ça qu'ils ont fait. On va aller voir Bernie Sanders. Ils veulent que l'État possède les maisons. Ils veulent plus que le monde... Oh non, il ne faut plus. Et là, Radio-Canada, Gérald Filion se posait la question hier avec un panel. Ouais. Est-ce que le loyer devrait être mercantile? Ah, voilà. Ben voyons donc. Êtes-vous complètement fou? Ça vous tente-tu d'essayer mon affaire? Ça vous tente-tu d'essayer de le faire? Vous allez voir. Les maisons qui vous coûtent en ce moment 400 000 vont baisser à 300 000. Je ne vous dis pas que vous allez payer 100 000. Ils vont baisser de 100 000. Ils vont baisser de 25 % facile. OK? Et vous allez voir qu'il va se former plein de nouvelles compagnies. Ça va rouler à la planche. Ah ouais, donc des quartiers. Faites des quartiers qui ont de l'allure. Pensez à quelque chose qui a de l'allure comme ailleurs. Là. C'est le temps. On est dû pour une corvée. On est dû pour que ça brasse. Si la coke est passée de 50 000 à 18 500 $ le kilo de coke, alors qu'on a les gens les plus crapuleux de notre société. Là. Si on fait ça comme du monde, vous allez voir les logements passer de 2000 à 400 à 1600 $, des super de beaux logements. Vous allez voir le beau bungalow que vous dites en ce moment. Comment ça qu'un bungalow neuf coûte 425 000? Il va baisser à 325. Puis les taux d'intérêt vont se mettre à un moment donné peut-être à rebaisser de 1 ou 2 points, pas plus que ça. Mais ça se peut que ça arrive. Et là, boum, ça va partir en fou. Et on aura notre économie va exploser au niveau de la construction avec une explosion de la construction résidentielle. What the fuck? Laissez faire les batteries. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça la vraie économie que le Québec va avoir dans les 10-15 prochaines années. On va avoir une corvée de bâtir des logements et des maisons. Mais si vous voulez avoir ça dans les mains du gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais je peux vous dire une affaire. Quand on va se reparler dans 10 ans, ce sera le plus haut taux de sans-abri en Amérique du Nord. C'est ça, c'est de même que ça va finir. T'es prêt, mon ami Jerry? C'est toi après. Je suis prêt. Est-ce que tu vas me parler de GameStop et de toute cette patente-là? Oui, un petit mot sur GameStop, oui. Oh yes, la folie GameStop sur la bourse. Encore! We're gonna take on the world! Joe Hamel après Jerry et le Dodu pour finir avec les Dodu News sur Radio Pirate Live. Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. 100% Jeff Filion. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Jerry, beaucoup de gens qui aiment entendre parler de bourse pure. Et Jerry est le master. Ben, moi, j'attends ses recommandations. Mais il ne fait pas de recommandations. Non, on ne fait pas de recommandations. Je vais quand même me sortir une feuille et prendre des...
Oui, mais il ne fait pas de recommandations. Non, c'est ça. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Tu sais, l'histoire de GameStop, okay? On retourne dans le passé. Il faut en parler parce que c'est le gros sujet. Même ceux qui... Parce que il y en a qui parlent de bourse, mais tu sais, c'est plus, mettons, le taux de chômage, puis les taux d'intérêt. C'est le fun de parler du pur trading. Toutes les sauvageries de la bourse, toutes les rumeurs, le taponnage, c'est ça la bourse. Là. La bourse, ça taponne. La bourse, il y a un petit côté sauvage. Parce que c'est le cash. Puis ce qu'on veut faire, c'est de l'argent. Puis n'oubliez pas qu'à la bourse, il y en a qui en perdent beaucoup. On s'en fout. C'est ça l'histoire. Ah, moi, j'ai perdu bien de l'argent à la bourse, je m'en calisse. C'est ça la bourse. Là. La bourse, là, c'est pas fin. Moi, j'ai un cousin qui est aubergiste. Oui. Mais c'est l'aubergiste. Oh. Oui, c'est ça. Mais c'est l'aubergiste. Il est gentil. Ça veut dire il aime ça jaser. Il aime ça. Mais le boursicoteur, c'est à l'opposé de l'aubergiste. Lui, il frappe. Là. Lui, il n'est pas fin. Puis c'est ça la bourse. Là. Le boursicotage, c'est... Et là, l'histoire de GameStop, c'est... Est-ce que c'est une dérape de la bourse? Pas réellement. Sauf que c'est un spectacle. C'est un spectacle boursier. On va retourner en 2021. Ce qui s'est passé en 2021 sur GameStop et d'autres compagnies aussi, mais on prend GameStop. En réalité, GameStop, c'est quoi? C'est 4200 magasins de jeux et de toutes sortes de patentes qui ont rapport au gaming. Ils ont des magasins aux États-Unis, au Canada, en Australie. Au-dessus de 4200 magasins. Mais en réalité, et pas là l'histoire. Ils font-tu de l'argent à GameStop? On s'en calisse. Excusez. Non, on s'en fout. C'est pas ça la patente. Je pense qu'on est rendu à 1200 fois le profit. C'est ça. Mais parce que GameStop, l'affaire, c'est que c'est une compagnie qui a profité dans un passé de l'âge d'or du gaming. OK? Puis ça a beaucoup changé, le gaming, avec le temps. Et c'est une compagnie qui est, on va le dire, moyennement sur le déclin. Pour être poli. Oui, c'est une compagnie en déclin. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que à la bourse, il y a deux manières de trader. OK? Il y a acheter des actions ou shorter des actions. Quand tu achètes des actions, tu les gardes dans ton portefeuille et tu espères qu'ils montent. Quand tu shortes, c'est le contraire. Tu vends des actions à découvert et en vendant tes actions, tu veux qu'ils baissent pour les racheter plus basses. Donc, c'est les deux mouvements. Mais ceux qui font du short, pour la plupart, les shorteux, c'est du monde qui ont les moyens. OK? Tu peux pas... Tu dis, moi, j'embarque dans le marché, je veux shorter, puis j'ai 4800 $ dans mon compte. T'es pas là-dedans. Pour shorter, ça prend beaucoup de cash. Parce que tu t'en vas dans un peu dans une jungle. C'est ça. T'embarques dans sa table de poker. Est-ce que c'est toi le plus pauvre? Oui, c'est toi qui vas perdre. C'est même ça marche. Si t'es trop pauvre, tu vas perdre. Il y a des affaires, il ne faut pas t'embarquer. GameStop, si tu as de l'argent, par exemple, si tu as beaucoup de cash, tu peux aller t'amuser, tu peux aller les shorter. Il y en a c'est ça qu'ils ont fait. Donc, en 2021, il y avait énormément de shorts sur l'action de GameStop qui baissait. Là, les shorts à compte, hein? Il y en a qui se rachetaient pour faire de l'argent, continuaient à baisser. L'histoire de shorter, c'est probablement la patente la plus compliquée pour les gens qui ne suivent pas la bourse à comprendre. Voilà. Tu vends quelque chose. Attends, je vends des actions à 10 $. Ils descendent à 5, j'y rachète. Donc, c'est comme si je les avais achetés à 5 et je les avais vendus à 10. Comprenez-vous? Mais sauf que le mouvement de vente se fait en premier. Tu vas dire, pourquoi je peux les vendre quand je les ai pas? Non, c'est que tu les empruntes à quelqu'un, en réalité. C'est que les actions qui sont détenues dans tes portefeuilles sont disponibles. Toi, tu t'en rends pas compte, là, mais tes actions sont disponibles à une vente à découvert. La technicalité, on peut passer 10 ans là-dessus, mais c'est pas ça qui est le fun à savoir. Il faut savoir ce qui est le fun.
Et là, imaginez, là, des gros fonds, des gros hedge funds méchants avec des grosses dents. Eux autres, ils shortent. Il y a des fonds spécialisés dans le short. Puis ils vont se racheter, ils font de l'argent. Des fois, ils font des mauvaises passes, des fois, ils font des bonnes passes. Mais en réalité, ce qu'ils veulent, c'est faire du cash pur. Et ils veulent t'abattre. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent abattre le stock. Plus que le stock descend, plus qu'ils rient. Mais là, il est arrivé une histoire. Une gang de petits. Des petits. Parce que sur des plateformes de discussion comme Reddit, donc, c'est des petits qui se disent « Hey, il y a un stock qui est énormément shorté. Si on se met ensemble, les petits, puis on l'achète des actions, je vous refais le scénario. L'action est shortée. Mettons que c'est une action qui est à 25$. Et c'est shorté. La compagnie annonce des mauvais résultats. C'est une compagnie qui est un peu en déclin, une compagnie qui bûche. Là, les shorts embarquent dedans. Donc, en plus d'avoir des résultats financiers moyens, les shorts mettent énormément de pression. Qu'est-ce qu'ils font, les shorts? C'est qu'ils vendent. Ils vendent les découverts, mais ils vendent. Donc, il y a toujours une pression vendeur plus élevée qu'une pression acheteur. À un moment donné, les acheteurs, le stock, il coule. Quand il y a un stock en bourse qui coule, on n'a pas le feeling de vouloir en acheter. Là, tu te dis, ils s'en vont où, eux autres GameStop? Là, il arrive les autres résultats financiers, c'est encore un désastre. L'action continue à descendre. Et là, les shorteux, des grosses firmes, des hedge funds, ils shortent ça à coût de centaines de mille piastres, des millions de dollars, des dizaines de millions de dollars de short. L'action descend à 5 piastres. On est à 25, descend à 5. OK, c'est beau. Mais là-dedans, tu as des shorts qui ont shorté à 25, ils ont racheté à 18. Comprenez-vous? Il y en a qui ont shorté à 18, ils ont racheté à 12. Mais là-dedans, il y a du monde qui ont shorté à 18, puis l'action est rendue à 5 piastres, puis ils n'ont pas racheté encore. Mais là, les petits arrivent. Beaucoup de gros, mais pas assez de gros. Ils sont très, très gros. Ils ont beaucoup d'argent. Mais devant eux, ils ont des millions et des millions et des millions de petits avec des 2, 3, 4, 5 000 piastres. Donc, le groupe de petits devient plus gros que le petit groupe de gros. Là, les petits achètent. Le lendemain, achètent market, là. Achètent. Puis là, les petits, les autres sont sur leur application, là. Ils sont sur Robinhood, là. Ils ont 2-3 000 piastres. Ils achètent, eux autres. Ils s'en foutent. Ils achètent. Tu te dis, à un moment donné, il n'aura plus de petits. Non, il y en a tout le temps. Ils achètent. Là, l'action est à 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14. Ils achètent tout le temps. Là, les gros, eux autres, ils shortent. L'action remonte, short. Ils en short pour 400 000 piastres. Ils s'en foutent. Ils viennent de rentrer 4 millions d'achats. Donc, les shorts plus faibles que ceux qui achètent. Et là, l'action se met à monter. Et là, lui qui a shorté, je vous reprends mon shorteux à 18 piastres, lui, il a shorté à 18. Il est descendu à 5, mais là, le stock est rendu à 20. Ah, OK. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai shorté à 18, puis il est rendu à 20. Et si je rachète, ben, je perds de l'argent. C'est comme si j'avais acheté des actions. Ça le dit, on rachète. Et là, il y a ça, dans le thème technique, un short squeeze. Mais ça, c'est la première journée que je vous parle. 5 piastres à 20 piastres. Le lendemain, c'est 20 piastres à 40 piastres. Puis le surlendemain, c'est 40 piastres à 75 piastres. Mon gros, on va te faire souffrir. Là, le gros, lui, le gars, il est en complet de 5 000 $ dans une tour à New York. Le gars, sans dire à ses chums, il a fait 2 chiasses dans ses culottes. Là. Tu sais pourquoi il a fait 2 chiasses dans ses culottes, le gars? Le gars, il y a une Maserati dans le garage en bas. Et le gars, il chie dans ses culottes. C'est le fun de faire chier dans ses culottes un gars qui a une Maserati. C'est pourquoi?
Parce que le gars, sa firme vient de perdre 2,5 milliards. Wow! OK. Je rentre-tu demain matin? J'ai-tu encore une job? Moi, shorté, je vais laisser ça pour les grands monsieur. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui est arrivé en 2021? Il y a un fonds, un hedge fund, la banque a sauté. Parce qu'eux autres, là, il faut qu'ils se rachètent. Et s'ils ne se rachètent pas, parce qu'ils disent on va attendre, il faut qu'ils fassent des dépôts sur le side pour se couvrir. Mais l'argent, ils ne l'ont pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ont été obligés de se racheter. Et là, ils étaient techniquement en faillite. Donc, imaginez ça, là. Des millions de petits ont mis à terre un hedge fund. Étais-tu content, les petits? Ils se sont amusés en tabarouette. Non, c'est ça. C'est une patente de s'amuser, cette affaire-là? Oui, c'est grave pour s'amuser. OK. Et là, ça, c'est 2021, Jeff. On repart 2024. Le gars qui a parti le bal en 2021, Keith Gill. Kitty? C'est ça. Lui, son surnom, c'est Roaring Kitty. Roaring Kitty. Voilà. Un ancien conseiller financier, by the way. Un gars qui n'a pas eu beaucoup de succès comme conseiller financier. Ça ne dérange plus. Et là, lui, ils ont reparti la patente. Et les petits poissons, les petits joueurs, ont rembarqué. Et là, GameStop est passé de 11 $ à 64 $ en 3 jours. Les shorts se sont fait encore ramasser. Prise 2-3 ans plus tard, ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de message public Roaring Kitty. Et là, il est revenu. Wow! Mais ça, là, ça met... Puis moi, j'ai lu un peu là-dessus. Ça met dans... Comment dire? Ça donne l'esprit que les plus gros à la bourse, c'est sûr que les plus gros gagnent par rapport aux plus petits. C'est normal. Plus que tu as d'argent, parce qu'un gros, il fait des average down. Le petit, il n'a plus d'argent. Mais quand ça va mal, le gros, il fait des average down. Quand tu es petit, tu as 10 000 dans ton portefeuille, tu as mis 2 000, tu n'as plus d'argent. Puis là, il faudrait travailler, puis tu as tes paiements de char à faire. Mais le gros, lui, il a toujours du cash. Toujours du cash, puis il fait des average down. S'il se fait pogner avec le totère, il peut faire des average down à l'infini. Ils ont de l'argent à l'infini. Mais quand tu es rendu que tu perds 2,5 milliards en 3 ou 4 jours, là c'est terminé. Là. La fête est terminée. Donc, résumé de ça, de GameStop, c'est une guerre entre des petits, des millions de petits et des gros. Puis c'est les petits qui ont gagné. Là. Mais à un moment donné, il faut s'en aller. Et là, l'affaire, c'est qu'il y a du monde. N'oubliez pas, là. Il y a des shorts qui se sont rachetés à 64 piastres. Donc, eux autres, mettons que l'action, j'en repars mon affaire. Il a shorté à 18. OK, il a shorté à 18. Et là, il a chié dans ses culottes. Il a enduré son mal, plus capable, perd de l'argent. Il faut qu'il fasse un dépôt dans son compte. Il n'a pas le cash. Il se rachète à 64. Donc, en ce moment, il y a des gros que dans leur portefeuille, ils ont des actions de GameStop à 64 $. Wow! Et là, c'est combien ce matin? Il perd 27 % à 35 piastres. Boum. Adoy. Donc, est-ce que c'est ça la cage à homard? Eux autres sont dans une cage. Donc, il y a des gars qui vont perdre leur job. Je connais des gars mariés de même. Il y a des gars qui vont perdre leur job. C'est ça l'histoire. Il faut être... Aujourd'hui, c'est ça. Ça, c'est l'affaire que la bourse n'avait pas dans le temps. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont une puissance énorme. Et c'est ça qui va mettre plus sur leur garde les shorteux à la bourse. Quand ça va commencer je te dis, là, ils ne s'astineront pas. Quand ça va commencer à mal virer, ils vont racheter immédiatement. Ils ne vont pas s'ostiner. Morale de l'histoire, les petits peuvent encore gagner contre les gros. C'est ça l'histoire. Donc, c'est une belle histoire. Histoire. Les gens aiment les histoires du underdog qui bat le gros monstre. C'est ça, c'est des underdogs qui bat le gros monstre. Okay. Voilà, la force du groupe. La force du groupe. Mais ça veut dire, il y a d'autres stocks aussi qui sont influencés par ça. Mais c'est le côté qu'on n'aime pas là-dedans, c'est comme le côté casino de la bourse. Mais tu n'as juste à pas rentrer dans ces stocks-là. Tu ne touches pas à ça. Là.
C'est moi, quand j'ai vu la patente, là, moi j'en Ben, avoue qu'on a une petite seconde de ce que. Parce que moi, je suis Unusual Whales. Oui. Et, tu sais, au début, là, il y a quoi, une semaine à peu près? Moi, j'ai dit, oh my God, ils sont en train d'essayer de retrimer l'histoire de GameStop. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, tu as le goût un peu de dire, hey, tu sais, il y a comme le goût du gain qui arrive. Oui, c'est là. ça. Je vais en acheter 1000 à 20 piastres. Je mets un 20 000 dans le GameStop. Mais il faut se rappeler que c'est une place très dangereuse. Ça. Très, très, très dangereuse. Là, je mets ultra dangereuse. Mais là, oublie pas que je n'achète 1000 à 20 piastres. Je suis sur un scénario. 1000 à 20 piastres. Mais entends-tu que ça se peut que la fête ne monte pas, là. C'est ça. Et si la fête ne monte pas, c'est toi. C'est pas la firme de shortage qui va manger ses bas, c'est toi. Donc là, toi, ton 20 000, il va s'effacer. Ils vont en perdre peut-être 5, 6, 7 000 dessus. Là, c'est toi qui vas t'effacer. Et as-tu les moyens? Si tu as les moyens, vas-y. Si tu n'as pas les moyens, touche pas à des fêtes comme ça. Tu n'es pas invité, là, puisque tu n'as pas les moyens d'aller là. Juste un petit mot. Home Depot de même. Juste un petit mot de Home Depot. L'affaire, c'est que Home Depot, on le sait, là, HD à New York, le code. Donne un dividende de... Ben, Home Depot, c'était un stock COVID, là. Ben non, mais je veux dire, oui. Oui, c'est ça, oui. Tu comprends? C'est un blue chip, mais pendant le COVID, tout le monde rénovait la maison. Là. Tout le monde a rénové, tout le monde a rangé le patio en arrière. Mais ils disaient, eux autres, contrairement à d'autres. Oui, c'est exactement. Ils disaient, les chiffres qu'on a, c'est pas des vrais chiffres. Là. Ça va finir. Oui, puis les analystes sont toujours très optimistes dans le sens que ils disent, ah oui, vous avez fait ça. Tu sais, il y a un côté optimiste un peu des analystes. Mais là, Home Depot, eux autres, la machine roule. Là. Dans le fond, c'est les résultats qui sont sortis. Oui, les ventes sont en baisse de 2,3 % sur l'année passée, le même trimestre. Moins 2,3 %. Mais le stock est vert à la bourse présentement. Pourquoi il est vert, le stock? Parce que il y a une logique à l'affaire. Tu ne peux pas battre les chiffres tout le temps. Un trimestre par rapport à un autre trimestre, mais tu ne peux pas faire de miracle. À un moment donné, je comprends, là, mais à un moment donné, il faut rester logique. Ben oui. Dans ce cas-là, les analystes sont, pas les analystes, mais le marché est conscient de cette situation-là. Donc, même si les résultats sont en baisse, le stock est en hausse, quoi, il prend 3 %. Il prenait 3 % tantôt en pré-market. Mais la face, c'est que les investisseurs, ce qu'ils aiment beaucoup de Home Depot, je te parle, c'est un blue chip Home Depot. Tu sais, dans un portefeuille, ça se place très, très bien. Il donne un dividende. Ça se place bien, Home Depot, dans un portefeuille. Puis, je parle pour le moyen, long terme. Là. Tu sais, c'est pas du day trading, c'est Home Depot. Là. Mais ça se place bien dans un portefeuille parce que les gros investisseurs, justement, ils se disent Home Depot fait un bon move dernièrement. C'est sûr que ça a coûté beaucoup de sous. Ça a coûté 18 milliards. Ils ont acheté un des fournisseurs. Voilà, un fournisseur de matériaux de construction. Fait que là, eux autres, Home Depot va être encore plus ouvert d'une manière, je le dis d'une manière, aux professionnels. Les contracteurs. Les contracteurs. Fait que ce côté-là, le marché est très content de ça. Donc, Home Depot dans un portefeuille, on ne fait pas de recommandation d'achat. Mais Home Depot dans un portefeuille, ça peut être un bon play, tu sais, un bon blue chip américain qui donne un dividende. Home Depot, ça peut être vraiment, vraiment le fun. Hey, voilà pour le boursicotage de la version live. Plus de boursicotage sur le Prime. Le stock qui taponne. Ben oui! The Revolution. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate. Criez pour vos vies! Bitcoin. Drill, baby, drill, right? Drill, baby. Joe Hamel, petit voyage sympathique à Boston, voir le match entre les Panthers et les Bruins en fin de semaine, mon ami Joe? Yes, écoute, super beau petit voyage, décision de dernière minute. On regardait la météo ici à Montréal, rien de bon qui s'annonçait. On dit, garde, ça faisait longtemps qu'on en parlait, d'ailleurs, soit New York ou Boston. Je regarde la troisième ronde, si écoute, New York traverse, j'aimerais bien ça aller. Jamais aller au Madison Square Garden, mais
Écoute, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à Boston. Ça devait faire au moins 15 ans. Donc, j'avais, tu sais, la nouvelle ville, je pense que j'avais pas vu ça. Là. Donc, agréablement surpris de la beauté de la ville. On restait sur Broad Street, à peu près. Donc, pas loin de tout le nouveau développement, le port, le vieux. Je pense que c'est le vieux port. Ça ressemble un petit peu au vieux port. C'est proche du quartier italien aussi. Donc, écoute, super de belle ville. Quand on se compare à Montréal, c'est encore une fois la propreté, ça jette à terre, là, littéralement. C'est drôle parce qu'on est arrivé comme le samedi soir relativement tard. On est allé souper, mais en revenant, on a comme marché un petit peu. Il y a une espèce de Central Park là, à Boston, beaucoup plus petit, là, mais avec une espèce de petit étang dans le milieu. Écoute, je suis arrivé là, c'était surréaliste. Il y avait, premièrement, la pelouse est super verte, tout est coupé au carré, il n'y a pas une brindille d'herbe qui dépasse. Oh, mais non, mais on n'a pas le droit. Au mois de mai, on n'a pas le droit. Au mois de mai, on n'a pas le droit de faire ça. Ah! Ouais. C'est le mois des pissenlits. Écoute, il y avait des tulipes en fleurs, il y avait des canards, puis il y avait des lapins qui se promenaient dans le parc. C'était on dirait que j'étais dans un film de Walt Disney. C'était surréaliste, ça, là. Fait que je dis, voyons donc, il n'y a pas de sans-abri là nulle part, il n'y a pas de rien à terre, pas de déchets. Bref, c'est surprenant au niveau de la beauté de la ville et de la propreté. Puis je te dirais que j'ai été agréablement très surpris du TD Garden. Je n'étais jamais allé. Probablement le setup, là, comment tu entres dans le TD Garden. Oui. Il y a comme une espèce de grosse façade avec une espèce de power center où tu as plusieurs concessions de bouffe, tu as des petits bars, tu as des magasins de sport. Puis tu arrives, écoute, t'es à ton siège, je te dirais, à l'intérieur de 2-3 minutes. Là. C'est vraiment, vraiment rapide. Plus petit un petit peu que le Centre Bell, ça surprend quand tu vas dans les autres arénas, tu te rends compte à quel point le Centre Bell est gros. Puis, c'est beaucoup moins incliné aussi. Tu sais, comme mettons les rouges, là, même au Centre Bell, tu es toujours quand même relativement abrupt comme pente, mais le TD Garden, c'est beaucoup plus proche de la glace. Puis, on avait des bons billets, honnêtement. Là, on avait des... Ben, le Centre Bell qui était le Centre Molson au départ, c'est qu'il n'y avait pas d'espace entre les deux buildings. Donc, il était fourré sur la largeur qu'il y avait de disponible. C'est un peu pour ça que... Tu sais, pour un nouvel aréna, quand tu te promènes dans les couloirs, si tu as déjà joué pour les chambres, tout ça, c'est, tu sais, pour un genre de building moderne, c'est très, très petit. Tu sais, tu n'as pas d'espace parce qu'il n'y en avait pas d'espace. C'était la place qu'il y avait pour faire ce qu'il y avait à faire. Mais effectivement, quand tu vas dans d'autres arénas, tu vois que ça a été fait sur des inclinaisons normales, puis le nombre de pieds carrés que ça prend pour faire un building de même. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire que plus incliné, quand tu es plus haut, tu es plus proche de l'action. Ça, c'est clair. Mais non, mais le TD Garden, c'est un super aréna. C'est un super aréna. Puis 21 000, c'est 21 000, je ne sais pas si c'est pas, pour le hockey, si c'est pas trop. Je me demande si c'est 19 000, 19 500, 17, c'est pas le... 19, c'est un genre de sweet spot. Là, puis quelque chose qui m'a impressionné aussi, je te dirais, le son et puis l'ambiance est incroyable. Là, de la musique constamment, puis il y a toujours des animations. Mettons, il y a un power play des Bruins, il y a une espèce d'ours qui sort... C'est vraiment, là, t'as vraiment un feeling. Écoute, moi, en étant partisan des Panthers, c'est drôle, c'est la première fois que je vois ailleurs où l'équipe locale est pas comme, le monde n'encourage pas l'équipe pour laquelle tu prends. Fait que là, il y a un but, il n'y a aucun son, t'es pas sûr si ça a rentré. t'es seul à célébrer. Ouais. Fait que, non, écoute, bonne game. Les Panthers un peu mous au début, mais ils sont repris rapidement. Écoute, moi, je me répète un peu, là, mais pour moi, des bons joueurs, j'en ai vu. J'ai vu McKinnon, j'ai vu Crosby, j'ai vu Malkin. Pour moi, Alexander Barkov, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai vu de ma vie. Là. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est toutes les petites choses. Des fois, on pense il va faire un échappé, il va scorer ce qu'il a fait. Mais c'est tous les petits jeux. Le gars, il est solide sur ses patins, il est toujours focus. À un moment donné, là, ça allait pas comme il allait. Il a parlé c'est vraiment un capitaine. Il a parlé aux autres joueurs. Tu vois qu'il est focus tout le temps. Moi, c'est un joueur qui m'a impressionné. Là. En vrai, c'est encore mieux. Là. Oui, même hier, il a connu un bon match. Même si les Panthers n'ont pas super bien joué hier, malgré ça, ils ont mal joué. Boston a joué une bonne game. Puis Floride avait quasiment pu gagner ce match-là hier, même si ça finit 2-1. Ouais. Donc, c'est ça qui est... donc, encore une fois, même dans un match où l'autre n'est pas top, puis que Boston joue peut-être son meilleur hockey de la série, ils sont pas capables de la mettre dedans pareil. C'est le problème. C'était Swayman hier? J'ai pas écouté, c'était Swayman? Oui, c'était Swayman, très bien gaulé. Il a gaulé en sacrement, mon gars, dimanche. C'était incroyable. Les saves qu'il a fait, là... Ça aurait été bien pire que ça, la défaite, si ça n'avait pas été lui. Là. Il a vraiment gaulé, là, ça a c'est incroyable. Justement, Montréal, il y a deux histoires sur Montréal d'intervenus chez vous.
Les patentes il y a un journaliste qui a essayé de faire ramasser des cônes qui sont là pour rien. Il s'est rendu compte que finalement, l'application, c'est juste une parure, puis ça ne marche pas vraiment. On va lui dire que oui, on va les ramasser. Finalement, 2 semaines après, personne ne les ramasse. Mais il y a l'histoire dans le quartier chinois, là, que tout le monde est un peu découragé de voir qu'il y a un gars qui est obligé de prendre un bol d'eau pour réveiller l'itinérant qui est là en avant de son commerce. Je vois le vert, tu sais. Il veut dire, à un moment donné, il faut que ce gars-là s'en aille, là. Puis là, tout le monde est comme « Ah, ça n'a pas de bon sens, c'est un traitement inhumain, etc. » C'est pas le traitement du gars qui est inhumain, c'est comment on les laisse là, qu'on fait rien, qu'on n'est pas en train de les aider, que finalement, bon, regarde, ils vont être là, puis ils font ce qu'on va faire. Il se passe des choses dans cette ville-là qu'on voit nulle part. Puis quand on était jeune, on se faisait dire « Vous savez, c'est à New York, il y a des itinérants, il y a de la violence, c'est sale, etc. » Puis nous autres, ça ne nous arrivera pas parce que nous autres, on n'est pas pareil. C'est l'égalité, c'est le tissu social. On disait ouvertement, on est plus socialiste qu'eux autres, donc moins de disparité entre les riches et les pauvres. Mais là, finalement, si ça continue de même, on s'en va. Montréal s'en va dans une des villes les plus pauvres d'Amérique, là. Non, écoute, je te dis, on voit des choses ici qu'on ne voit plus ailleurs, là. Écoute, l'infestation de rats, il n'y avait pas ça avant à Montréal. Il y en avait peut-être un peu, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit là. Ce que tu parles, le quartier chinois, c'est un peu en droite ligne avec le centre des congrès. Là. Tout cet endroit-là, ça, c'est infesté de sans-abri. Puis il y a une espèce de tolérance, de l'administration municipale, là, de l'administration Plante, de pas comme sévir. Je dis pas qu'on doit déporter ces gens-là là, dans le nord du Québec, mais c'est quand même un secteur où tu reçois des conférences internationales, c'est le quartier financier de Montréal. Tu veux quand même garder un certain décorum dans ce coin-là, puis, tu sais, écoute, moi, j'ai pas vu le segment là, du gars qui met de l'eau, mais tu sais, je veux dire, comment c'est mieux de donner des coups de pied, tu sais, je sais pas, là, j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, mais il faudrait vraiment dealer avec ça. C'est réellement un problème, là, à Montréal. Rappelle-toi, il y avait la journaliste de la presse qui disait, là, ça n'a pas de bon sens, là, il y a des sans-abri parce qu'il y a un petit parc à côté du building de la presse, là. Il y a plein de sans-abri qui sont là. Moi, je proposais, accueillez-les dans le building de la presse, il n'y a pas un asti de chat dans vos bureaux. Oui, exact. On pourrait faire une extension du Old Brewery qui est juste l'autre bord, en fait. Là. On pourrait faire une autre extension dans le building de la presse puis les accueillir là. De toute façon, c'est tout subventionné. Mais c'est effectivement inquiétant. Écoute, ce qu'on parle depuis des années, là, je pense qu'il y a comme un réveil. Je pense que tout le monde est pas mal au courant. Puis t'as vu, j'aime beaucoup Nathalie Elgrabli qui a fessé, je dirais, à 2 mains sur la mairesse avec l'histoire de C40. Tu sais, ça, les gens savent pas ces affaires-là, mais les gens n'ont pas voté pour ça, là. Non, que l'affaire des 3 morceaux de linge par année, puis qu'il n'y ait plus de voitures, puis... Plus de viande. Est-ce que les gens ont voté contre Coderre? Probablement, mais le monde n'a pas voté pour le socialisme mur à mur non plus, là. Fait que ça, c'est important que ça soit exposé. Est-ce que... la victoire, c'est une demi-victoire parce que les gens des îles n'en veulent pas non plus d'histoire là, de demander 30$ comme à genoux, là, mais la victoire des îles, ça, c'est une très bonne nouvelle, puis je sais que c'est dans tes sujets, là, mais quand on regarde, le gars des îles, c'est un gars bizarre. C'est un gars qui est un animateur de la radio communautaire de là-bas, là. Mais il a déjà, lui aussi, un peu dans le style de Valérie Plante, il a fait un colloque l'année passée. Puis le premier sujet des sujets qu'il a abordé, c'était qu'on enlève le droit d'être propriétaire d'une maison résidentielle. Ça, c'était un sujet de même. Bang, ça arrive comme ça. Donc, tu vois qu'ils sont tous de la même sauce. Ils sont tous de la même... puis, tu sais, je regarde Montréal, comment c'est en train de déraper complètement. En fait, toutes les villes du Québec sont gérées par des méga socialistes. On veut dire on se fait dire qu'on exagère là, sur le communisme, là, mais sacrément, c'est du méga socialisme. Moi, je regarde, c'est des communistes. Dans mes yeux, c'est des communistes. Et là, t'as ces gens-là qui sont là, puis on les regarde aller, puis on est comme polis avec eux autres. On est comme trop polis. La vérité, là, j'en parlais avec Jerry ce matin sur Radio Pirate Prime, ce sont c'est des désaxés. C'est des gens qui ont... C'est des gens qui sont fixés sur un sujet. Puis ça, là, quand t'es comme ça, il y a des médecins qui vont vous dire que quand vous avez vous avez une obsession, il y a une série sur Netflix qui est un méga hit sur une obsession, là, puis on voit que la personne est complètement déséquilibrée. Là. C'est un déséquilibre, l'obsession. C'est une maladie mentale, l'obsession. Et ça l'est devenu l'histoire du climat, là. Ben, tout ce qui tourne autour de ça. Ben, en fait, ce sont des petits activistes qui, leur combat personnel, ils utilisent leur poste
comme une extension, si tu veux, de leur combat personnel. Puis ça, c'est souvent alimenté par le ressentiment puis l'envie du succès, le ressentiment pour la propriété privée. C'est des gens qui, généralement, qui sont pas capables de s'élever en société à travers les forces du marché, la méritocratie. Donc, le recours à l'État puis à la coercition pour combattre ce que tu n'es pas capable d'obtenir. Tu sais, il y a beaucoup de ressentiment là-dedans dans le socialisme, là. Il y a très peu de gens qui ont du succès selon toutes les métriques, là, mettons, en sport, culture, artistique, mettons, des affaires, qui ont ce genre de discours-là. Il y en a qui le nomment un petit peu en surface, mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'ils font affaire avec une banque privée, puis ils ont une maison en Floride. Là. Mais c'est ça, c'est beaucoup alimenté par le ressentiment, puis ce genre de perdants, de losers jaloux-là, il faut les exposer. Il doit y avoir un due diligence. Moi, je pense qu'il y a plusieurs années au Québec, ce genre de monde-là n'aurait jamais pu se ramasser maire. Je parle de temps de ton père, du temps de mon grand-père, je pense que le monde, tu sais, il noyautait les conseils de ville pour dire, regarde, toi, tu vas aller là, toi, tu vas aller là, on va s'occuper on va bâtir un pont, on va bâtir des routes, that's it. Je pense qu'on a complètement perdu le focus. Est-ce que c'est un peu de notre faute? Oui, parce que personne ne veut y aller en même temps. Tu sais, je veux dire, eux, ils ont quand même comblé un espace qui était vide, là, tu sais, le vide. Là, la nature a horreur du vide, donc... ça, on vote même pas. Au municipal, on vote même pas. C'est juste... exact. Fait que là j'ai fait un podcast hier de pratiquement 3 heures avec les podcasts de garage. D'ailleurs, mon objectif, c'est de battre les sœurs Filion-Grenier, qui ont le record ultime de views. Donc, on devrait être pas pire. On devrait être pas pire là-dessus. Là. Bref, on en a jasé de ça. On en a jasé de ça, puis longuement. Puis je pense que, tu sais, ma tactique de... Tu sais, généralement, je suis dur dans mon discours envers ces gens-là. Je veux dire, personnellement, je leur souhaite pas de mal. Il faut vraiment faire la distinction. Là. C'est des gens qui publiquement s'affichent avec des idées, à mon avis, qui sont radicales. C'est des idées radicales. C'est des gens qui veulent radicalement changer votre mode de vie et ça doit être dit et répété, ça. Ça doit être dit et répété. C'est pas nous autres, les extrémistes, là. C'est ces gens-là qui veulent changer votre mode de vie. Je disais un matin dans la presse. La presse, moi, c'est comme mon divertissement quotidien, Jeff. Je trouve ça, c'est une genre d'obsession morbide que j'ai d'aller voir, bon, qu'est-ce qui va me faire rire ce matin? Et ça disait 25% des déplacements en voiture pourraient être remplacés par le vélo électrique. Ben oui. Mais c'est quoi cette crise de folie-là encore, là? Ben oui. C'est quoi? C'est bien le fun, là. Bixi, moi, je suis abonné. Bixi, je le prends de temps en temps, là, en ville, c'est le fun. Tu prends le vélo électrique, tu peux remonter. Mais l'idée ça va devenir un moyen de transport dans une ville avec une zone métro de 4 millions d'habitants, c'est complètement débile, ça, là. C'est complètement débile et ça doit être dit. Ben oui. Hey, une des choses que j'ai fait hier par hasard, parce que on avait quelqu'un hier qui était avec nous autres, puis on parlait de Rock Voisine, puis là, j'essaie de me rappeler comment c'est arrivé la fin de Rock Voisine avec son gérant, puis là, j'ai tombé sur la presse dans la Bibliothèque nationale, que tous les vieux journaux sont... Ben, avant, ils étaient sur fichier. Là, maintenant, ils ont numérisé ça dans le cloud. Ces mêmes fichiers-là, ils ont juste uploadé dans le cloud. Donc, tu peux tomber dans les journaux papier sur le web de tous les vieux journaux. Et j'étais dans la presse de 1997, OK? Et les sujets, ça n'a rien à voir qu'aujourd'hui. Mais non. C'est des patentes de crimes. Oh oui, il y a des chroniqueurs, il y a Foglia, il y a un paquet d'affaires. Mais les sujets du cahier A, là, c'est toutes des affaires que si c'était ça encore aujourd'hui, je lirais encore la presse. Mais c'est plus ça. Aller lire des vieilles presses puis comparer avec aujourd'hui, c'est complètement... Écoute, c'est un autre média. C'est un autre média. C'est le blog étudiant. C'est littéralement ça. Là. Tu regardes, c'est toujours des semi-papiers d'opinion, puis comment il disait, l'été le plus chaud en 2000 ans. Là, c'était ça avant hier. Ben oui. C'est complètement débile. Écoute, puis je pense que, tu sais, au moins, ça nous fait rire, mais c'est des choses qui sont... c'est quand même des choses qui sont subventionnées, qui ne peuvent pas survivre dans un libre marché, à mon avis. Puis j'écoutais avec intérêt, là, je pense que c'est quand tu as eu Jérôme Blanchet-Gravel, je revenais de Québec justement de la soirée, le vendredi. Puis j'écoutais ça dans l'auto en revenant, puis super interview encore. Puis je pense que ça donne beaucoup, je pense, d'espoir pour ces médias émergents-là, comme Libre Média. J'aime beaucoup leur podcast qu'ils font là, une fois par semaine avec Francis Denis, puis Jérôme, puis des invités. Ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'avenir pour ces médias indépendants-là. Parce que les gens, de plus en plus, se rendent compte que ça n'a pas de bon sens, là, ce qu'ils disent. Là. Qu'est-ce que ça te dit que ce qui s'est passé aux Îles-de-la-Madeleine? Moi, ça m'encourage d'une certaine manière de voir que... Et ça arrive souvent par les petites places, les mouvements en passant. Ça arrive rarement par les grandes villes. Quoique, je dois souligner Pat Laliberté qui met beaucoup de vidéos de TikTok que quelqu'un fait à Montréal, entre autres. Montréal, ça, c'est très bien. Avec la madame avec les cheveux champignons, là, qui est une genre de matrone qui essaie de matroner tout le monde, puis qui...
n'a rien à foutre de la démocratie. Là. J'adore ces vidéos-là. Mais ce qui se passe aux îles de la Madeleine, les gens qui remplissent la salle. Hey, ça, là, ça rappelle le bon vieux temps. Les gens remplissent la salle, puis je comprends qu'ils sont en train de faire une règle pour quasiment empêcher ça. Là. Mais ça, c'est magique ce qui s'est passé aux îles. Et j'ai le goût de rêver à un réveil. Je suis trop jovialiste? Non, mais là, écoute, t'es assez bullish, j'aime ça. Moi, je suis assez bullish aussi. Surtout, je pense que ce réveil-là, il doit avoir lieu dans l'ensemble du Québec pour les municipales de 2025. C'est réellement une victoire, ce qui s'est passé, parce que tu sais, c'est conceptuel. Oh, c'est rien, payer 30 pièces, ça se dit. Évidemment qu'on le paye des fois dans des... Tu sais, je vais à Tremblant des fois, puis tu payes une taxe locale pour organiser des patentes, puis... Je veux dire, c'est à même les factures, mais l'idée, c'est pas l'idée du 30 pièces, c'est l'idée que tu aies un contrôle avec un genre de passeport pour rentrer puis sortir de la place. Ça, c'est un précédent qui est important. Puis, comme disait Jérôme, j'aimais ça, il a comparé l'île de la Madeleine à un genre de parc jurassique. Ça dit quoi des résidents, dans le fond? C'est insultant là, de se faire présenter comme une vulgaire attraction touristique. Tu sais, ça fait partie du territoire québécois, ça, là. Donc, mais ça nous montre le junior de maire qu'ils ont, puis ça représente l'image de beaucoup de maires à travers le Québec, là, et de mairesses. Exact. Fait que, non, c'est ça. Fait que leur pet project personnel... je disais hier, je donnais un exemple, j'ai un ami, c'est un banker à succès d'une grande banque, puis chez eux, il y a une pièce réservée. Lui, il y a une grosse gang, ils font des soirées de Donjons Dragons avec des déguisements puis des lunchs d'époque avec de l'hydromel. Puis Chris, ce gars-là veut pas transformer le Québec en société du Moyen-Âge. Là. C'est quelque chose qu'il fait de ses temps libres puis pour le fun, mais tes pet projects, ils restent à la maison puis ils restent au chalet, là. Arrêtez de nous imposer vos estis de vision personnelle débiles. On n'ira pas travailler en bicycle. J'ai vu le sondage qui nous montre que 49% des gens à Québec veulent un autre maire que le maire Marchand. Ça, j'ai rarement vu ça dans un sondage d'un maire qui est en service. On verra comment ça va se passer parce qu'on sait que s'il y a trop de candidats, ça risque de le réélire d'une certaine manière. Donc, on peut espérer pareil. Et il y a d'autres sondages aussi qui est sorti hier qui nous montrent la décrépitude de QS. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois est en train de l'échapper complètement. Et même que là, on est nez à nez entre le PCQ et QS. Et dans la région de Québec, bon, il y a la montée de la CAQ qui est un peu bizarre, là, mais c'est surtout une déconfiture du PQ de 11 points dans la région de Québec. Montréal, il y a quelques affaires qui détonnent par rapport à Québec, mais ça c'est toujours un peu ça. Concernant le PQ puis QS d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est un bon sondage pour Éric Duhaime et le parti. Puis je pense que ça nous amène vers une fin de QS. Je sais qu'on l'a dit du PQ il y a 3 ans, 4 ans, là, mais ça ne peut pas tenir longtemps, cette affaire-là. Là. Non, c'est une bonne nouvelle. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que la majorité des appuis va probablement se ramasser au PQ, là, et le PQ va redevenir ce qui était avant, c'est-à-dire un genre de... En fait, non, ce ne sera pas ce qu'il y a avant parce qu'il n'y a plus personne vraiment à droite au PQ. Donc, ça va être surtout un ramassis de gauchistes, socialistes, autoritaires. D'ailleurs, PSPP, je pense qu'il a été exposé. D'ailleurs, on l'avait un peu prédit, là, la baisse dans la région de Québec. Je pense que ça va se poursuivre. Moi, je pense qu'il est un peu trop haut, là, le PQ. Je pense pas qu'il est aussi haut que ça. Ouais, je pense pas que c'est aussi sérieux. Je pense pas que c'est de toute façon, c'est loin c'est loin l'élection, là. Mais il y a quand même des signaux intéressants. C'est positif pour Éric Duhaime, d'ailleurs, que comme changer de ton, il est beaucoup plus agressif sur les sujets dans les villes, frappe sur les maires, socialistes, frappe sur... il répond aux papiers débiles. L'histoire des pétro-masculinistes, hier, tu vois, il a ri de ça. Ça, c'est bon. Je pense que c'est l'attitude à adopter. Je pense qu'il a compris ça, puis ça a l'air d'être payant au niveau de sa base, puis des sondages. Je pense que le PCQ devrait être plus haut que ça. Si les conservateurs au Canada sont à 44%, puis ils dominent dans toutes les catégories d'âge, je pense que le PCQ devrait... Logiquement, le PCQ devrait être devant le PLQ. Là. Surtout que le PLQ s'effondre. La culture, je te dirais, anglo-saxonne et les anglophones du Québec sont pas très... Oui, il y en a qui sont à gauche, là, mais c'est pas du monde qui veulent ce que le PLQ propose en grande partie. Non, c'est un genre de QS, ça. Exact, c'est un genre de NPD Québec, là, si tu veux. Exact. Le PCQ devrait redoubler d'efforts pour avoir des leaders de communauté, des maires avec eux autres, du West Island, puis parce que quand tu montes dans les appuis anglophones, au global, tu montes au Québec. C'est pour ça que le PLQ est aussi élevé. C'est que des appuis anglophones, parce qu'aux francophones, ils sont pas pantoute dans le game. Là. Non, 0. Hey, ce matin, quand les chiffres d'inflation aux États-Unis sont sortis, j'ai commencé à voir ces TV ici.
des genres de graphiques. Et on voit ce qu'on a déjà jasé dans cette. Quand on intervient, toi puis moi, avec Jerry, on voit ce qu'on avait prédit il y a peut-être un an. On voit un nouveau plateau. Et le plateau, il est à 3,5. 3,5. Puis, en fait, c'est en ligne avec ce qui était tu vois, il y a Core, puis Core CPI. Là, ça, je pense que c'est ce qui exclut le logement et l'essence. Oui. C'est quand même curieux. C'est toujours drôle, cette affaire-là. C'est parce que c'est quand même ça qui coûte le plus cher. Tout ce qui est essentiel pour vivre, finalement. Oui, exact. Mais, tu vois, c'était prédit 3,6, puis c'est arrivé à 3,6. Puis même chose avec le CPI, 3,4, 3,4. Parce que ton point que tu disais, Joe, c'est le nouveau 2,5, ça va être 3,5. Ouais, 3,54. Puis là, c'est en fait, je pense que le marché, tu vois, s'apprécie un peu parce que ça enlève un petit peu les inquiétudes de hausse de taux pour le moment. Mais moi, je pense que le marché je pense que ça enlève aussi la possibilité de baisse. Parce que c'est encore trop élevé, là. Moi, je pense que juin, ça va être... on va sauter juin. Il n'y aura pas juin. Puis là, c'est rendu quoi les chances qu'il n'y ait pas de baisse en 2024? C'est rendu presque 30-40, voire ça va être 50%, puis ça va skyrocket la minute que celle de juin va être passée, puis on va se ramasser au premier trimestre de 2025. Là. On va se ramasser quand même 2 ans après ce que la majorité des économistes disaient, dont l'équipe de Desjardins. On parlait de l'été 2023 pour les baisses de taux. Là. C'est quand même quelque chose. Hein. Quand on regarde, là, qu'est-ce que ça fait? OK, on sait que parce que c'est comme un cycle. Quand tu tombes dans un cycle de dire la nouvelle inflation, maintenant, c'est plus 2% à 2,5. C'est pas dans cette fourchette-là, ça va être 3 à 3,5. Donc, ça veut dire que tous les budgets des entreprises, des gouvernements, des villes sur les indexations de salaires. Mais qu'est-ce que ça fait aussi sur tous ceux qui ont... Je sais qu'il y a des retraites indexées. Là. Nous autres, ils n'ont pas touché, mais malheureusement, il y a quelqu'un quelque part qui va être obligé de mettre un peu de cash dans la boîte. Qu'est-ce que ça fait pour les gens qui se sont préparés pour une retraite, justement, aux alentours de 2,5, puis qui ramassent de l'argent, mettent ça dans des REER, font attention, etc. Ça, c'est un peu fréquent pour ce monde-là, non? Ben, surtout que là, tu vois, là, il n'y a plus ou presque pas de croissance économique, puis l'inflation reste très élevée. Fait qu'on est dans un environnement de stagflation, là. Stagnation de l'économie avec inflation élevée. Donc, il faut que tu fasses des rendements en bourse, il faut que tu fasses des rendements avec tes placements pour pallier, ne serait-ce qu'à la perte, ne serait-ce que pour pallier à la perte du pouvoir d'achat. Là. Ça, c'est une dynamique que les gens n'ont pas connue depuis... nous, on n'a jamais vraiment connu ça, en fait. Là. Je te dirais, la plupart des jeunes adultes n'ont jamais connu un environnement comme ça. La crise qu'on a connue, c'est 2008. Le Canada n'a peut-être pas été touché, ou presque pas. Puis des environnements de taux comme ça, on rappelle qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans du 5 puis du 5,5 %. En même temps, c'est ça. Là, mais je pense que c'est la déconnexion avec laquelle... Je sais pas si tu as vu la réponse que Trudeau... là, tu vois, les journalistes commencent à le challenger un peu plus. Là. Il dit, M. Trudeau, regardez les sondages. Les Canadiens vous veulent plus. C'est ça qu'il a dit. Exactement, je pense que c'est pas mal ça qu'il a dit. Puis... la situation budgétaire, mais le gars, il a doublé la mise encore. Là. Il est prêt à rendetter le pays. Il a dit, je le ferai encore. Il y a une déconnexion vraiment totale entre ces gens-là, en maintenant soutenu par les médias, mais surtout avec les maires, puis des gens comme PSPP. Et puis, je pense que ça va prendre un wake-up call. Puis, tu sais, faut pas mettre trop d'espoir dans les politiciens, mais c'est des moments... Tu sais, ce qu'on a vécu dans les 3-4 dernières années... Je pense que ça l'a accéléré, ce changement-là, qui, sans, mettons, cette crise-là, aurait peut-être pris 10 ans. Parce que ça aurait grindé, puis il aurait continué cette stratégie-là pendant peut-être plus longtemps. Ils ont vraiment doublé, ils ont overplayed their hands, ils ont été greedy, ils ont doublé la mise, ils ont dépensé en cochon, puis ça l'a accéléré, je pense, leur chute. Ce qu'on vit actuellement, tu sais, c'est un mal pour un bien, dans le sens où ça peut forcer... D'ailleurs, tu regardes partout, la droite populiste économique est en train de rentrer là, partout. Là. La droite en général domine partout. Là. D'ailleurs, même Biden, une mesure que j'ai toujours trouvé débile, là, les tarifs, tu as vu Biden a littéralement repris une mesure de Trump qui est de mettre 100% de tarifs sur l'importation des véhicules chinois. Parce qu'il voit que probablement qu'il perd l'appui des cols bleus là, dans la région du Michigan, tout ça, les régions automobiles. Donc ça, c'est quand même incroyable là, ce qui se passe. Dans tes sujets, j'ai vu que tu avais... regarde, juste pour te finir sur Trudeau, les vidéos que tu as parlé, moi, ce que j'ai vu dans cette réponse-là où il dit
Si je résume, si c'est l'autre gouvernement, c'est un gouvernement de pétrole. Nous, on est là pour les batteries, puis je vais faire le lien avec le prochain sujet. On est là, nous autres, pour les batteries, parce qu'il annonçait, il est venu à Québec hier, mais juste avant, il était en Ontario avec Ford pour annoncer un autre projet de batterie. Puis d'après moi, ça, c'est des projets les plus risqués qu'il n'y a pas. On voit ce qui se passe en ce moment. D'après moi, c'est le bordel. Mais lui, il se voit comme un genre de savior. Il se voit comme un genre de Jésus qui vient nous sauver. C'est ça que je comprends dans sa réponse. Lui, il est là pour nous sauver. Et même si les gens ne l'aiment pas, même si les sondages sont clairs qu'ils ne veulent plus, c'est un gouvernement minoritaire qui devrait démissionner, qui devrait s'en aller, caller une élection. Lui, dans sa tête, non, il y a quelque chose de plus grandiose, de plus grand. Je suis là pour vous sauver. C'est ça que j'ai perçu, mais ça, là, ça, c'est la folie, là. Ouais, on est dans la folie, là. Ça, c'est vraiment... ils disent que Trump est fou, là, mais ça, c'est encore plus fou. Là. Justement, c'est le syndrome du gourou. Ces gens-là, souvent, les politiques qu'ils amènent, c'est pas pour adresser un problème ou c'est pour contrer quelque chose et purement sur une orientation. C'est toujours un narratif. Ah, les batteries contre le pétrole. Pas pour dire les déplacements vont être plus économiques, ça va être plus efficient, ça va être plus rapide. Non, ça va être contre le pétrole. Mais tu sais, pour quelle raison? Quelle raison qu'on veut faire cette transition-là que personne n'a demandé en passant? Puis là, on voit que l'équation économique ne fonctionne pas. Ford, je voyais que Ford, qui perd près de 100 000 $ par F-150 Lightning, a cessé les commandes de batteries. Donc, l'usine de batteries en construction, tu as vu dans notre groupe chat, il y avait des petits leaks, là, des insider info un peu qui disaient que les fournisseurs commencent à avoir peur de ne pas se faire payer parce qu'apparemment que tout ça, ça va être suspendu peut-être même de manière permanente. Là. Nordvolt, est-ce que ça va avoir lieu? Donc, c'est un méga bet de Investissement Québec puis du gouvernement du Québec. C'est un bet directionnel sur une industrie qui est plus qu'incertaine à ce moment-ci. Là. C'est plus qu'incertain. Si le gouvernement change, d'ailleurs, c'est probable que le gouvernement tombe républicain dès novembre prochain, puis peut-être que peut-être que le Sénat pourrait switcher aussi. Tous les subventions au EV vont sauter, là, puis il va y avoir une chaîne d'événements qui vont faire en sorte que puis ça va se refléter dans d'autres économies occidentales. Mettons, les conservateurs sont élus en 2025, la taxe sur le carbone saute. Donc, tout ça, d'ici 10 ans, ce n'est qu'un mauvais souvenir, là. Et là, vous voulez investir plusieurs pourcents du PIB du Québec dans un bet aussi risqué que ça. C'est des gens qui sont complètement fous, Jeff. C'est des gens qui feraient jamais ça avec leur argent. Il n'y a pas de capitaux privés. Mais c'est le bout qui... À chaque fois qu'on parle de ça, c'est le bout qui m'écoeure. Si ces gens-là me disent, regarde, on y croit tellement que moi, mettons, Fitzgibbon, on dit qu'il est riche, je mets 1 million de mon propre argent, j'ai le papier, je vous mets ça sur mon compte Twitter, vous allez tout voir. J'y crois. Je vais dire, OK, ça m'écoeure que tu prennes mon argent pour continuer ton propre trip, là, mais au moins, tu as mis le cash là-dedans. Ils le font jamais. C'est juste pour nous rassurer. Hier, le premier ministre a fait un fou de lui en se mettant un casque et des lunettes. Ça nous rappelait un peu le gars du Bloc québécois dans la fromagerie. Là. Je veux dire, c'était une catastrophe au niveau de... En fait, le gars est mal conseillé. Là. Fait juste arrêter de faire des sorties. Il sort plus. Il va plus des médias. Meilleure affaire que tu pourrais faire, c'est arrêter de te faire voir first. Puis, vous en voulez des projets de société? Là? Regarde, l'or, là, actuellement, est à 3240 piastres canadiens. Il y a des mines là qui vont faire 50, 60, 70% de profit sur chaque once qui est sorti de la terre. Bâtissez des mines, Chris. Bâtissez des mines, bâtissez des barrages. Et on a à perte de vue des plans d'eau dans le nord. On manque d'électricité, bâtissez des barrages. Élargissez la 20 puis la 40 à 4 voies, puis donnez ça des travaux publics. Puis ça va stimuler le PIB. Ça va stimuler l'économie du Québec avec des grands projets. Arrêtez de nous faire chier avec des usines de batteries subventionnées que personne ne veut. Puis le projet que Jerry nous parlait hier en parlant de ça, d'investissement, mettre de l'argent sur les routes puis mettre des places où ce qu'on veut que c'est de l'argent. Ils sont rendus à 340 millions pour un building à côté du Château Frontenac en rénovation. C'est gênant. C'est le même prix que le centre Vidéotron. Pour un building où les fonctionnaires sont en télétravail. Ça n'a pas de sens. Non, c'est fou raide, là. C'est genre... Il y a de quoi qui se passe dans la construction, là. Je veux dire, je te dis, quand on va découvrir ce qui se passe avec la CAQ, là, puis il y a du fédéral là-dedans aussi, là, mais tu sais, je veux dire, ce qui s'est passé avec les libéraux, ça va être de la petite bière, là. S'il y a de quoi qui se passe avec les coûts de la construction ici, la chaîne est débarquée, Jeff, là. Ben oui. Donc, le podcast a été fait hier, mais connaissant les gars de garage, ils travaillent dessus.
Donc, j'imagine qu'ils vont nous dire, tu vas nous dire quand est-ce qu'on va pousser ça pour que je vais te donner un coup de main. Je veux que. Ah ouais! Tu vas jouer contre ta patrie un peu. Je vais jouer contre mes filles. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, ben oui. Mais c'est juste que ça va être juste. Non, je pense que ça va être début juin qu'il me disait. Là. Okay. On était supposé faire 2 heures. Je pense qu'on a fait 3h30. Oui, ça change pas mal. Hey, j'ai passé à travers 2 paires de AirPods là-dedans. Je pensais que tu allais me dire j'ai passé à travers 2 bouteilles de vin. Non, j'ai passé à travers 2-3 gin tonic. J'ai acheté 2 bouteilles au Duty Free. Rarement des affaires intéressantes. Là, il y avait 2 bouteilles de gin pour 55$. Mais t'es pas arrêté sur l'autoroute à New Hampshire, là, dans le milieu de l'autoroute, celui qui est là? Oui, on est allé, mais honnêtement, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas de bon deal, non. Il n'y avait pas de bon deal tant que ça. Les vins, c'est sûr que c'était pas trop... Ben là, on vient de la Bourgogne, on a, disons, le palais un peu de vin, oui. Mais même dans les spiritueux, c'était pas mal les mêmes prix que le Duty Free juste en sortant, honnêtement. Fait que, tu sais, les gros alcools de base, ils ont toutes. Mais je sais de quoi tu parles, là. C'est un genre de méga SAQ, là, si tu veux. Ouais, dans le milieu de l'autoroute. Ouais. Mais là, c'est drôle, on a fait, c'est en repartant de Boston, mon chum, il dit, hey, il y a un gros outlet, là, on va aller voir ça. Ouais. Puis on fait comme un détour de 50 km au sud pour aller sauver, genre, 50$ sur une paire de souliers. Je dis, tu réalises-tu qu'on sauve 50$ sur une paire de souliers? Puis on va dépenser 20-25 000 après, puis on voyage en business. Ça n'a aucun sens, ça, de ton affaire. Oui. Genre, on se fait à croire qu'on sauve, genre, sur le linge. Là. Ça n'a aucun sens. Oui. Non, d'après moi, ils n'ont pas regardé le carte de crédit du voyage en France. Non, c'est ça. Ben, c'est ça. Un de mes chums, il dit, moi, je regarde pas. Je fais des paiements, puis je veux pas voir le solde. Je fais des gros paiements, puis je regarde pas. C'est un peu comme Candyman. Tu sais, quand tu donnes pas son nom, il existe pas. Oui, c'est ça. J'espère que dans 6 mois, mais que je la check, elle va être vide. Ouais, exact. Salut, Joe. Bonne journée. Joe Hamel avec nous autres. JML sur X. Radio Pirate. Loud noises! Radio Pirate. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100%. 100%. De même, t'es mieux d'être bon. Là. Hey! C'est bol, ça rentre au poste. Hey, j'ai même un Blue Angel à la fin de ma patente. T'as un Blue Angel à la fin. Yes, sir. Ah, c'est bon ça, Mr. White. Content? Ouais. Parce que je vous écoutais niaiser Steph Bruyère. Je dis, j'espère qu'il me fera pas un thème à la Steph Bruyère parce que là, ça va mal aller. Là. Ouais, mais celui à Steph est vraiment spécial. Là. Hein? Et celui à Steph Bruyère est spécial. C'est lui, là. Oui, c'est ça. Tu veux te faire jouer dans l'hypothèque? Call Stéphane de Badaboum à Barbada. C'est Stéphane d'un quai Frontenac à l'autre. C'est Stéphane, taux fixe ou taux variable. C'est Stéphane, frais de condo démesurés. C'est Stéphane, c'est l'architecte hypothécaire. C'est Stéphane, appelle maison. Stéphane. Appelle maison. Appelle maison. Excuse-moi, là. Tu veux te faire jouer dans l'hypothèque, ça, c'est quand même... Oui. Tu veux te faire jouer dans l'hypothèque. Alors, c'est magique. C'est Mr. magique. White devient un genre de master du AI. Ouais, mais là, ça a coûté cher, ça, là. Studio de production de musique. Ça a été difficile. La on a trouvé fille qui des voix. chante, la fille On a qui engagé chante. les chœurs, les musiciens. On Oui. n'a pas pris de la cochonnerie. On a Bob Rock en arrière de la console. My Ah, bon, God! oui, ben oui. Tu es Tu es en train de dire que ça rentre pas dans ton nouveau budget de retraite, ça, ou... Non, c'est dans non, le retraite. Non, mais j'ai vu que tu magasinais les McLaren. J'ai dit, le budget de retraite va très bien. Les Non. négociations avec MC, ça a l'air d'aller bien. Non, mais c'est parce que mon beau-frère met ça hier sur son compte Facebook pour les amis, tu sais. En voulant dire, il y a un deal. Donc là, je regarde la patente, ça revient à 4 600 par mois pour une McLaren. Donc, Ouais. en location, là. En location, 48 mois. Il faut que tu payes 48 mois, 4 600 $ à chaque mois. L'hiver, salé, quand t'es un serré, c'est plate un peu. Ben, c'est sûr que quand le paiement passe le 1er du mois, au mois de février, puis tu regardes dehors et il neige à plein ciel, ça doit être un peu plate, là. Mais qui loue un char de même, sérieux? Je sais pas. Ça se peut pas. Là. T'as le moyen d'acheter un char de même où tu l'achètes pas. Tu peux pas louer ça. Si boire, tu peux pas louer ça. Là. Ben, c'est Voyons, surtout parce que souvent, les gens vont faire ça pour la dépréciation, pour aller, tu sais, on en connaît du monde, ils vont avoir je connais plein de monde, ils ont acheté des Porsche, puis s'ils la vendent demain matin, ils font de l'argent. Là. Au final, ils sont gagnants, mais
Je sais pas. Il y a moins de passes de même, là, je pense, en ce moment. Là. Mais à la fin du contrat, de ce que j'ai vu, c'est qu'il faut que tu fasses un chèque de 125 000 pour l'avoir. Bon, donc, je après sais pas combien 48 qu'elle mois, vaut à c'est ce moment-là. 125 000. Là. C'est ça le calcul qu'il faut que tu fasses. Mais habituellement, c'est 300 à peu près, 320. Qu'elle vaut à la fin du contrat, à peu près, c'est dépendamment de... Si, mettons, tu vas l'acheter, là, c'est à peu près ça, 320, là, en ce moment. Fait que tu payes 200 000 de dépréciation, mais c'est sûr que si le char vaut 250 après 3 ans, tu n'as pas payé tant que ça là, pour une McLaren, mais encore le là... 4600, j'ai pas la taxe de luxe dessus. Là. Parce que quand tu achètes une voiture de plus, qu'il y a une taxe de luxe qui se rajoute, mais tu t'en tires pas parce que tu loues le char. Là. OK, c'est ça, j'allais te demander. Non. S'il était exclu vu que tu le louais, peut-être c'était non, ça. Il y a une taxe de luxe en plus de la TPS TVQ. Puis dans le 4600, je ne l'ai pas mis parce que je ne sais pas comment calculer. Je sais pas combien, je ne sais même pas le pourcentage, je ne sais pas sur quoi c'est calculé, mais... Au moins, c'est en canadien, ça. Mets-toi à 5 000. Puis après ça, tu mets un peu de gaz dedans, ça coûte 5 000 $ avoir un char. Moi je il ne roule pas 6 mois par année. C'est ça. Puis je sais pas, hein. Je sais pas combien riche il faudrait que... Parce que moi, je suis pas un gars de char. Donc, combien riche je serais pour avoir un char qui me coûte 5 000 par mois? Il y en a qui disent, mais mettons que tu gagnes 15 millions par année. Je ne sais pas, même à 15 millions par année, je ne suis même pas sûr que j'ai un char à 5 000 par mois. Ben, j'ai l'impression que la différence, c'est quand tu... En tout cas, moi, je sais que ça serait de même, parce que, tu sais, je fais toutes mes patentes de budget et des cossins de même. Là. Mais, tu sais, c'est sûr que, mettons, je prends un joueur du Canadien, mettons. C'est quoi le calcul qu'on avait fait avec... C'était-tu Reg qui avait fait le calcul de combien il rentrait tous les 15 jours, puis les autres sont payés aux 15 jours juste dans la saison? Oui. Tu sais, c'est sûr que quand tu reçois ton talon de paye, puis le jeudi, ça apparaît dans le compte, puis c'est 733 000. Oui, je sais. Oui, mais... Tu parce regardes que moi, ça, me tu te dis, connaissant, je sais que je sais que ça va finir vite. Je n'aurai pas ce revenu-là pendant 25 ans. Ouais, mais mets-les en pourcentage. Là. Mettons, moi, c'est ce que j'aime faire. Là. Souvent, c'est ça le mieux. Le gars regarde ça, puis il dit, bon, c'est 2 % de mon revenu. Oui. Fait que le gars, il dit, regarde. C'est comme parce que moi, mais moi, je suis plate. Moi, je suis plate parce que je dirais à ma femme, je dirais, chérie, là, je suis joueur de hockey, je gagne 8 millions par année, mais je vais gagner 8 millions par année pendant 5 ans, puis après, ça va être probablement 5 pour finir pendant 2-3 ans. Puis après ça, il va falloir vivre. Mais je veux pas que tu aies un niveau de vie de millionnaire, parce que quand tu vas avoir 35 ans, puis qu'on va tomber avec une pension de 700 000, tu vas te trouver pauvre. Ouais. Comprends-tu? Ouais, non, je suis avec toi. Mais je me dis, mettons, le gars, il se dit, OK, moi, je vais dépenser, je vais mettre de côté 50 % de mon salaire. Mettons, c'est assez pour bâtir une retraite qui a de l'allure. Même si tu finis de jouer à 35. Là. Mais les gars des joueurs, c'est ça qu'ils font. Les agents, maintenant, ils ont tous un planificateur financier qu'eux autres. C'est exactement ce qu'ils font. C'est qu'ils disent, ça va te prendre combien pour vivre une belle vie quand tu vas avoir 40 ans? Bon, le gars, il dit, si j'avais 1 million par année avant impôt, je serais probablement un gars heureux. Ça peut être 500 000. Là, je mets 1 million, c'est un chiffre. Ben, il va dire, parfait. Tu vas vivre à partir d'aujourd'hui avec 1 million par année, et le reste, on va l'investir pour que tu aies ton million par année une fois que ta carrière va être finie. Ça, c'est le meilleur thinking qu'il n'y a pas. Là. Donc, ton niveau de vie ne baissera pas. Beaucoup, et puis c'est drôle, hein, les histoires que j'ai entendues, c'est pas une question de homme-femme, là, mais c'est le même ça. Beaucoup de femmes ont de la misère avec les joueurs de hockey qui passent d'un gros salaire, puis là, le gars s'assoit dans... Puis il dit, là, chérie, on a ramassé 10 millions, mais 10 millions, ça donne 500 000 par année. Là. C'est beau, 10 millions, c'est gros en sacrament. Là. Mais c'est 500 000 par année, puis avant, on vivait avec 1 500 000 par année. Là, il faut baisser notre rythme de vie de 1 million. Au début, on est capable, chérie, on est capable. Après 2 mois, ça panique, cette histoire. Il va rentrer à la carte de crédit. Hey, Chris, c'est quoi ton affaire, là? Mais tu sais, mettons, ton million par année, je l'ai juste calculé vite. Là. Mettons, tu n'es pas d'une place, mettons, tu ne restes pas au Québec, puis tu fais de 30 % d'impôts qui part là-dessus. Là. Quand même 58 000 par mois qui rentrent, là, après impôt. Oui, c'est ça. Le char à 3 000, tu regardes ça. Mais tu sais, comme je te dis, moi, je ne suis pas de même pantoute. J'ai un Hyundai Tucson payé. Oui, mais tu as gardé ta maison. Tu as gardé la maison de 7 millions. Tu as les 5 chars. T'as le condo à Palm Beach ou en Arizona quelque part. C'est ça. Ils t'offrent pas 58 000 pour un mois, c'est de l'argent à Chris, là. Oui. Ben,
Ouais, mais... 5 000 d'hypothèque là, 5 000 d'hypothèque là. OK, t'as 10, t'en restes 48 là, à dépenser. Bon, le char à 4, OK, t'en restes 44. Hey, c'est... Oui, mais t'as peu, là. La maison à 7-8 millions, là, elle coûte 50 000 de taxes. Là. Oui. Puis tu l'as pas entretenue. Ta maison, elle coûte 100 000 par année, juste elle, là. Ta première. Oui. Ben, mettons 8 000 par mois. OK, parfait, enlève-les. Tu sais, c'est de l'argent, là. C'est de l'argent ciboire, là. Oui. Oui, mais t'as des amis riches aussi. C'est ça. Ouais, Puis tes amis riches, eux autres, quand tu vas à Los Cabos, eux autres, ils prennent la suite nuptiale. Ouais. Toi, Chris, t'auras pas la chambre, la vue, c'est vidange en arrière. Là. Non, c'est pas la même chambre. Tu vas prendre la même chambre. Si tu te claques une game de golf le samedi, puis tu te mets à gager 1000 pièces du trou, ça se peut que ça finisse le mois. C'est ça, je te dis. Tu vas trouver short un peu. Mais... Tu sais, si t'es chum avec Michael Jordan, puis t'as 10 millions dans ton compte de banque parce que tu le connais, parce que t'as joué au hockey à Chicago, puis tu t'en vas jouer au golf avec, ça se peut que le 50 000, il va te manger dans une journée. Si tu décides de vivre sur 1 million par année, c'est sûr que tu peux pas jouer au golf avec Michael Jordan. Ça, c'est officiel. Non. C'est plate à dire, mais c'est ça. Ben oui. Je veux dire, les gars, tu ben oui, mais dans le temps, quand je jouais à Chicago, je pouvais. Ouais, mais tu peux pas. Lui, il rentre encore 100 millions par année. Ben oui. Il c'est tellement important. Puis, tu sais, c'est ce que tu disais. Puis, je pense que c'est A-Rod, entre autres. Il y a une branche de sa business que c'est juste ça qu'ils font. Là. Oui. Puis, au baseball, entre autres, c'est encore plus important parce que tu as tellement de gars de Porto Rico, de Cuba, de Colombie, que c'est du monde qui arrive ici, Jeff. C'est des joueurs autonomes. Hey, ça signe, ça arrive avec des souliers avec des trous dedans. Ça joue à la balle comme c'est pas possible, mais ça n'a jamais rien eu. Puis là, voici 5 millions de bonus à la signature. Oh, t'as une minute, mon homme, tu t'en vas où que ça, toi, là? Ouais. Tu vas-tu t'acheter justement en fait, tu te louer une McLaren, ou tu vas t'acheter des condos en location? Là, ton genre de gérant qui s'occupe de tes affaires, si t'es en train de mettre ton cash en train de gager un peu partout, comme il est arrivé avec les Japonais. Là. Puis ça dépend de ton entourage. T'sais, moi, j'ai du monde de la famille que je connais qui sont là-dedans, dans le baseball, tout ça, puis... Tu sais, je veux dire, eux autres sont à l'autre extrême. Là. Ils s'endettent pas jamais. Fait que c'est-tu la meilleure option si tu veux faire grossir ta patente? Peut-être pas, mais eux autres sont sûrs de pas être dans la merde. Là, parce que je sais, entre autres, un de ces joueurs, il a eu un gros bonus à la signature. Puis là, on ne sait pas où ça va finir. Je pense qu'il y a 24-25 ans. Mais le gars, il a pris une majorité de son bonus, puis il a acheté des appartements ou des immeubles en location qui sont payés cash. Puis le revenu rentre à chaque mois, puis ils sont payés. Fait que c'est sûr que lui, il ne sera pas dans la merde. Non. Il aurait peut-être pu grossir sa patente en allant chercher juste un petit peu de leverage, mais lui, ils sont pas de même. Ils vivent comme en 1900, comme vous autres, pas vous autres, là, mais mettons ton père, on veut un lave-vaisselle, on a-tu l'argent? Non, on ne l'achète pas. Non, on va laver la vaisselle à main pendant une couple de mois. C'est ça. On va économiser, puis mais qu'on ait l'argent, on va acheter le lave-vaisselle. Quand spécial, quand tu penses à ça. Dodu, tu sais que tu vas me dire que tu manques de temps, là, donc il faut checker le temps. Oh non, je suis pas de même. Puis on a plein d'affaires à jaser. Qu'est-ce qui se passe avec la vie de Rory McIlroy? J'essaie de faire un résumé de ce qui s'est passé depuis une semaine. Rory, on apprend qu'avant le tournoi dans la fin de semaine passée, il est un peu rejeté de la gang de boys qui mènent la patente en ce moment. Qui mène en ce moment sur le board pour savoir qu'est-ce que la PGA va devenir avec Liv? Tiger Woods, Jordan Spieth, puis il y en a un autre. Qui met trop de crème solaire. Puis, Patrick Cantlay, OK? Oui. Et là, il y avait Webb Simpson qui se tasse, avec qui Rory se pogne souvent depuis un bout. C'est lui qui l'a dit au téléphone. Moi puis lui, on n'a pas les mêmes idées. Mais c'est pas grave, on est là pour jaser. Et là, il y a une place, puis Simpson, il dit, je vais laisser ma place à Rory. Mais les autres gars ont dit, on ne le veut pas, Rory. Parce que la dernière fois qu'il a ouvert la bouche sur le sujet, il était quasiment prêt à faire un mariage là, avec. Puis tout le monde, on oublie, puis tout le monde joue ensemble. On le veut pas. Donc, il est tassé par les chums. Là, tu dis, le gars, il va être shaké un peu. Il arrive dans un tournoi, pas un tournoi majeur, mais tous les meilleurs sont là. Donc, à Quail Hollow, c'est ça le terrain? Oui, Quail Hollow, à Charlotte. À Charlotte. Super terrain de golf. Ben oui. Et il torche la gang. Il a même pu gagner par 5 avec un double au 18 dimanche. Là, il arrive ça. Et là, le lendemain, on apprend par TMZ que lui et sa belle blonde, ils disent qu'il l'a rencontré à téléphone, mais la première fois qu'il l'a vu, de ce que je me rappelle, c'est au bureau de Jack Nicklaus à Palm Beach Garden, OK? Parce qu'elle était comme secrétaire à ce bureau-là. Et c'est là la première fois qu'il l'a vu. Puis, belle femme, avec qui il y a un enfant. Bang! Divorce.
Tabarnache, ça te brosse donc bien. Non, ça fesse dans le mythe, là. Puis, tu sais, je veux dire, non seulement ça, Jeff, en fin de semaine, là, juste finir, il a gagné par 5 avec un double sur un gars. Les autres gars, après, il était genre 6 shots de plus en dessous. Il a torché tout le monde, là. Complètement torché tout le monde. Ben, en fin de semaine, le par, c'est un bon score. Ben oui, c'est une track hyper tough, là. Tu sais, tu regardes le résultat, comme je te dis, lui, il a fini à 17, Schauffele à 12, puis l'autre après, c'était 9. Il a torché tout le monde. Mais Rory, Jeff, c'est pas notre préféré. Je sais quand on en parle, c'est pas vraiment le préféré à personne. Mais il est assez intelligent pour changer d'idée si, à un moment donné, il y a de l'information devant lui qui dit « Ouais, là, c'est un gars brillant. On n'est pas dogmatique. » Il n'est pas dogmatique, je vais dire ça de même. Puis là, ben, avec ce qui s'est passé avec Liv, avec John Ram qui quitte à la fin de l'année passée, avec un paquet de gros noms qui ont signé, il a réalisé que, OK, il faut changer notre fusil d'épaule, les gars, parce qu'il faut que ça arrive. Je pense que, comme tu as dit, les gars sur le PGA Tour n'ont pas beaucoup aimé ça. Puis là, ben, les rumeurs, c'est ça. C'est que même lui et Tiger, ça se parle pas trop. Ça se parle pas bien. Rory est comme mis à l'écart. Puis là, ben, même lui, il a dit que moi, cette année, je suis tanné d'être là. Puis là, Jeff, faut pas t'oublier, là. Lui, il s'est fait demander d'aller au front, puis d'aller défendre le PGA, puis d'être l'espèce de figure de proue de ce patente-là, parce que clairement, de toute façon, Jay Monahan, le commissaire du PGA, c'est pas le gars que tu vas en avant. C'est un crise de mêlée, là, avec ses gros pantalons bouffis aux players, puis un gars, tu sais, pas rapport. Puis que là, lui, il s'en va là, puis il se fait, on va se le dire, blindsidé par le Framework Agreement de l'année passée. Personne ne savait. Les gars ne l'ont même pas dit, là. Non. Fait que lui, là, lui, c'est un cocu. Tu sais, on parle souvent là, des cacus là, au Québec, là, ceux qui ont voté pour la CAQ, qui sont Jerry, je m'excuse. Je suis cacu. Ouais, pas la dernière élection, l'élection d'avant. Non, mais c'est rien. Mais tu l'es une fois, tu l'es toujours. Oui, je sais. Jerry est cacu, ben Rory il est cocu, lui. Puis il est cocu parce que justement, il s'est fait mettre en avant, dire hey, va défendre la gang, va défendre tout ça. Il s'est fait tourner le dos par après. Puis là, non seulement ça, mais là, à un moment donné, il réalise hey, les boys, il faut faire quelque chose. Il faut ramener le sport, il faut unifier le sport. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça marche? Puis là, ben, on en est là. Puis Rory, ben, clairement, il se bouscule des affaires. La rumeur, Jeff, si on parle juste du golf, c'est qu'il y aurait beaucoup, la rumeur que moi j'ai lue, là, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui sont pour une espèce d'unification, qui comprennent que la game, il faut qu'elle soit globale. Mais t'en as une gang qui sont bien de juste jouer aux États-Unis. Là. Oui, dont Tiger. Et, dont Tiger, dont Speed, dont Kentley, qui ne veulent pas aller bébé plus loin que la Californie, puis etc., versus les autres gars qui comprennent que, tu sais, Live Golf, bon, il y a des événements qui sont so-so, mais ce qu'on a vu, je pense, c'était-tu à Singapour ou c'était où? Non, c'était en Australie. Non, c'est en Australie, le party. L'Australie, regarde, eux autres, ils méritent d'avoir un tournoi de golf qui a de l'allure. Je veux dire, t'as-tu vu la foule, la boule, l'engouement pour l'événement? C'est incroyable. Style Scottsdale. Ah, vraiment. Puis c'était ça qu'ils ont fait. Ils ont fait un genre de trou par trou avec le stadium. Ça pitchait. Il y a même un cadet qui a mangé une bouteille. Un cadet qui a reçu une bouteille de bière. Une canette de bière dans le front. Oui. Oui. Fait que, mais je ne sais pas qu'est-ce que Rory va faire cette semaine. Jeff, tout ce que j'ai à te dire, c'est que la dernière fois que Rory s'est séparé d'une madame, il n'était pas marié à ce moment-là, mais il était en couple, il a annoncé sa séparation. La joueuse de tennis avec le grand front. Oui, Wozniacki. Oui, Wozniacki. Exact. Oui, exact. C'est ça. Qui a envoyé les faire-part, puis Rory a annoncé quand les faire-part étaient partis que finalement, il arrêtait ça. Oui, ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais la dernière fois que ça s'est arrivé, il a gagné, je pense, l'Open et le PGA Championship dans les mois suivants. Puis je pense qu'il n'a pas manqué un top 10 dans tous les tournois qu'il a joué. Fait que d'après moi, je le prendrais dans mon pool en fin de semaine. J'ai comme l'impression que ça le motive, ce genre d'affaires-là. Ouais. Puis là, ben, il y avait une entente prénuptiale. C'est le deuxième tournoi majeur de l'année là, en fin de semaine, oui, c'est ça? PGA Championship au Kentucky. Donc, Super Track, Valhalla. Dernière fois qu'on était là, c'est lui qui a gagné. Puis c'était justement après son split. Il n'y a pas eu une Ryder Cup, là? C'est possible. C'est quand même une track. Il y a eu pas mal de tournois. Là. Je ne sais pas s'il y a eu une Ryder... Y a-t-il une Ryder Cup en 2000? C'est au Kentucky, ça? Oui, c'est à Louisville, au Kentucky. Ouais. Oh, ouais. Yes. Ouais. Fait que va se boire du Super bourbon, track là. de golf. Super track de golf. Ouais. Puis là, il mouille pas mal. Fait que ça se peut qu'on aille un tournoi quand même avec plus de birdies. Là, on va voir comment que ça se passe. Mais ça démarre demain, évidemment, le jeudi, le 16. Mais écoute, si vous avez un petit 10, peut-être... on va voir si c'est la même chose la dernière fois. Là. Mais Rory, il pourrait bien performer en fin de semaine. Une chose est sûre, ça brasse. Puis là, ben, moi, ce qui me fascine, Jeff, c'est que
Tu sais, aux États-Unis, souvent, tous ces documents-là sont publics. Tu vois, dans les documents de cours, tu peux voir, bon, le gars, il est divorcé, le gars, il est Ça prend quelqu'un qui le trouve. Mais non, mais moi, je pensais, j'ai dit, ça doit faire 2 semaines. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Puis là, c'est là qu'ils l'ont sorti. Non, c'est quasiment, il y a file le 13 mai. Oui, c'est là. Ça a sorti. Ça a probablement été publié le 14 parce qu'ils ne doivent pas le faire live. Ça doit être la journée d'après. Fait que c'est ça qu'on disait, on discutait dans notre channel, mais d'après moi, il y a des bots à quelque part qui ont des noms quand ça pop. Oui. Parce que une journée, puis c'était là. Fait que Rory, même pas le temps de se rendre au driving range la journée d'après. Dans les coulisses.com fonctionne avec un genre d'outil de même qui a été fait pour eux. Donc, je n'avais rien enlevé dans les coulisses.com, mais je veux dire, si on compare à TMZ, c'est une petite crotte de nez. Donc, TMZ a ça, il y a un outil, c'est sûr. Et en plus, veut pas, pour se rendre intéressant, imagine-toi le nombre de sources qu'ils doivent avoir. Ça le nombre qui leur écrivent « Hey, by the way, je travaille à telle place, voici, je vous donne un indice, telle chose. » Ça, ils doivent en avoir à tonnes. Tu sais, quand tu deviens gros de même, il y en a plein. Même de juste faire la gestion de ce qui rentre en DM, ça doit être épouvantable. Ben oui, puis tu sais, Rory reste au Bears Club. Ça joue là. Oups, la madame. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la blonde à Rory. Ce qui se passe. Ouais, ben oui. Tu sais, t'as des patentes de même. Parce que Bears Club, c'est une petite communauté. Il n'y a pas beaucoup de maisons. Là. Ben non, c'est tout petit. C'est tout petit. Belle maison, Rory, par exemple. J'allais checker ça hier. Très belle maison. Je ne sais pas si elle garde. Là. Hein? Je sais pas si c'est lui qui la garde. D'après moi, oui. Elle ne veut pas rester sans golf. Là. Non. Quoique, quand elle était au tournoi à Augusta National avec la genre de patente blanche, un genre de salopette blanche. Ouais. Ça lui faisait bien. Ça lui faisait je parle de la salopette, là, la chienne. Exact. Ouais. Hey, on a un peu plus de Dodu News avec Dodu sur le Prime. En live, on jase, mais on a un timing sur le live qu'on n'a pas sur le Prime. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, il n'y a pas de timing. Oh, jamais de timing. C'est ça qui est le fun. Donc, ça vous tente d'avoir plus de podcasts, allez sur radiopirate.com et allez vous inscrire. Mon nom est Jeff Fillion. Thank you, Jerry, pour la version live. Merci pour le boursicotage. Merci à Mr. White pour la prod et merci à Joe Hamel également. On s'en reparle demain et on lance le week-end demain. Yay! Yes, sir. Jeff Fillion.